Bonjour. Thème 2 d'histoire de 5e, société, église et pouvoir local dans l'Occident féodal, 11e, 15e siècle. Première partie, les transformations des campagnes, 10e, 12e siècle. Entre le 10e et le 13e siècle, la population augmente en Occident. Pour nourrir toute cette population, on doit défricher la forêt. Le défrichement consiste à la destruction de la végétation pour cultiver de nouvelles terres. Parallèlement à l'augmentation du nombre de terres, des progrès techniques importants sont opérés dans matière agricole. Le fer se développe avec les forgerons de plus en plus fréquents dans les villages et la charrue devient l'un des outils indispensables pour de nombreux paysans qui ont les moyens de se la payer. Parallèlement se met en place l'assolement triennal, c'est-à-dire sur 3 ans, qui permet de diminuer la quantité de jachères et donc d'augmenter les récoltes. Deuxième partie, l'ordre seigneurial, la domination des campagnes. Le cadre de vie de ces paysans est la seigneurie, c'est-à-dire de vastes domaines agricoles sur lesquels le seigneur exerce son pouvoir, et un pouvoir plein et entier. Dans la seigneurie, les paysans travaillent la terre pour le seigneur, et ils lui doivent un certain nombre de jours de corvée, mais également un grand nombre de taxes. Le seigneur met à la disposition des paysans un certain nombre d'outils qu'il construit, comme le moulin, que l'on a ici, ou encore le four, que l'on peut voir là. Les seigneurs ont un mode de vie particulier, un mode de vie noble, qui doit se distinguer de celui des paysans par leurs vêtements, par leurs coutumes, par leurs banquets, leur façon de manger. Les seigneurs ont le pouvoir de justice sur leurs paysans, qu'ils peuvent condamner à mort pour les délits les plus graves. Le seigneur tient sa terre d'un autre seigneur, son suzerain. Ce système de lien entre deux personnes s'appelle la féodalité. Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelées aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci font se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. Mais si le vassal ne respecte pas ses engagements, il devient un félon et le suzerain peut lui confisquer son fief. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Le village médiéval est le cadre d'habitation de la majorité de la population, avec 2 bâtiments en pierre, le château et l'église. L'église, souvent construite par la communauté des paysans, est le lieu de rencontre de ces communautés qui gèrent la vie quotidienne du village. Le prêtre est un personnage important, c'est lui qui est chargé d'encadrer la communauté paroissiale, il perçoit une taxe, la dîme, qui lui permet de vivre, et c'est lui qui assure les sacrements, comme le baptême ici, et la messe dominicale. Que ce soit dans les campagnes ou dans les villes, l'église a une très grande importance. Les prêtres sont au milieu des fidèles, ils assurent les sacrements, mais également les messes, etc. L'église a également un rôle social, c'est elle qui fait la charité et qui soigne les malades. Troisième partie, une nouvelle société urbaine. L'accroissement démographique et l'augmentation de la production et de la consommation permet une renaissance des villes, dont la population avait grandement décliné avant le Xe siècle. Plus de villes, des villes plus peuplées. Une ville, c'est d'abord un rempart, mais c'est également des axes de communication. La ville est le centre du commerce, avec le développement des marchés où les paysans viennent vendre leur surplus, et aussi le développement de grandes foires, avec des villes comme Provins, dans Champagne, en France, qui deviennent l'une des plus grandes foires d'Occident, où on y trouve un très grand nombre de produits, comme de la soie, comme de la laine, etc. La ville, c'est également l'affirmation des communautés marchandes et d'artisans qui deviennent de plus en plus importantes. L'église, c'est également le lieu de la cathédrale, du siège de l'évêque et donc du pouvoir religieux, mais également du pouvoir politique, même si petit à petit ces villes vont s'affranchir et devenir des communes libres, des villes franches par exemple. La ville ou le bourg, comme on dit au Moyen-Âge, est le lieu d'habitation des bourgeois. Ce sont essentiellement des artisans et des marchands qui vivent ici. La ville, c'est également le lieu du savoir, avec à partir du XIe siècle, XIIe siècle, le développement des grandes universités comme celle de Paris et de Bologne. Ces communautés, composées d'étudiantes et de professeurs venus de toute l'Europe, sont libres d'organiser l'enseignement. La médecine, le droit rejoignent la théologie parmi les disciplines les plus importantes. Prochain thème d'histoire, l'affirmation du pouvoir royal, XIe, XVIIe siècle, du roi chevalier au roi absolu. Mais ceci est une autre histoire.